par la thématique suivante, aider son client à déployer l'IA au sein de son entreprise. Et je passe tout de suite la parole à Romain. Bonjour. Ah oui, ok. Voilà, super. Oui. Merci. Alors, je m'excuse aussi, comme l'intervenance de ce matin, la présentation sera en anglais. Mais donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, mais j'imagine que ce ne sera pas un souci pour vous. Alors, effectivement, en sujet, et je vais essayer d'être bref, puisque c'est fin de journée, et c'est l'atelier toujours le plus compliqué, mais j'essaie de le rendre dynamique avec des cas pratiques, puisque c'est ça l'idée, c'est d'aider vos clients en fait, à déployer l'AI au sein de son entreprise. Donc voilà, j'espère que ce sera actif et participatif également. Donc en 2 mots, qui suis-je? Donc je suis avocat chez CMS au barreau de Bruxelles et je fais partie également du groupe CMS AI Group, qui est un petit groupe belge que nous avons monté avec différents avocats de différentes disciplines pour justement discuter de toutes les problématiques et thématiques qui touchent à l'intelligence artificielle. Et certains des auteurs présents dans ce groupe m'ont aidé à préparer cette présentation, donc je n'hésiterai pas à mentionner leur nom le cas échéant. Alors, peut-être pour commencer, vous l'avez peut-être fait ce matin déjà, c'est juste pour un peu, et ça permettra aussi de peut-être un peu réveiller les foules dans ce dernier moment d'atelier, juste à main levée, combien d'entre vous utilisent je veux dire, au moins une fois par mois, des outils d'intelligence artificielle? Ok, très bien. Une fois par semaine? Ok. Une fois par jour? Ouais, génial. Donc voilà, ça permet effectivement de comprendre et je crois que c'est important et le message qui est ici présent dans la salle est tout à fait positif. C'est important pour expliquer à ses clients que vous-même, vous utilisez des outils et que vous soyez conscient, et on va y venir évidemment, des risques auxquels ces outils évidemment peuvent apporter pas toujours des bonnes réponses. Alors, 2023, on le sait, c'est l'année des grands modèles de langage. Hein. On peut parler vraiment d'une démocratisation assez importante et sans précédent des outils comme par exemple ChatGPT et autres. Mais 2023 est également aussi une année où on a vu ces technologies, j'ai envie de dire vraiment de grandir de façon exponentielle. Et c'était finalement fin 2022 pour ChatGPT, mais vraiment 2023, on les a vus se sophistiquer. Et avec un élément important qu'on a également vu, c'est l'adoption de masse. Et l'adoption de masse et des applications de masse de ces outils avec, vous le voyez peut-être venir, les risques qui vont avec. Évidemment, ces risques n'ont pas échappé aux GAFAM principalement, mais pas uniquement. Comme vous pouvez le voir sur le slide, au mois de mai et au mois de juin 2023, nous avions déjà des entreprises comme Samsung et Google qui bannissaient l'outil, en tout cas en interne, l'utilisation de ces outils. Et ça allait même plus loin, Google il bannissait son propre outil, Bard, qui a été maintenant rebaptisé Gemini, il bannissait son propre outil en interne pour éviter que les employés fuitent les données. C'est pour vous dire la confiance qu'il y a dans ces outils et les risques qui y sont attachés évidemment, et j'y reviendrai. Et Microsoft également, c'est un article de 2023, novembre 2023, a également mis des restrictions assez importantes en interne. Donc on voit, et comme je dis, il y a d'autres exemples comme Bank of America, Amazon, Verizon et autres, qui ont vraiment mis en place soit une utilisation tout à fait interdite, soit une utilisation plutôt encadrée. Alors, évidemment, l'utilisation, ça a des conséquences importantes puisque ça, comme je le disais, c'est ce qu'il faut expliquer à vos clients. Il y a des problèmes qui sont liés à l'utilisation de ces outils. Je vais prendre le premier. J'ai ici, voilà, je vais vous présenter quelques problèmes. Je ne dis pas que ce sont tous les problèmes. Donc, je vais vous parler un petit peu de propriété intellectuelle. Je vais vous parler un petit peu de protection des données, même si on en a déjà beaucoup parlé et en tout cas entendu aujourd'hui, des problèmes qui peuvent être liés au contrat. Et alors, ce qui est selon moi finalement le problème, et ce n'est pas vraiment un problème, c'est plutôt une mesure de gouvernance qui est la plus importante, c'est ce que je constate le plus souvent chez mes clients, c'est l'absence totale de stratégie en matière d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister à la fin, mais j'ai envie de dire, c'est presque par là qu'il faudrait commencer chez vos clients, c'est toujours cette question de la stratégie, et j'y reviendrai. Alors, la propriété intellectuelle.
Alors, on a peut-être abordé aujourd'hui, et je m'excuse, je n'ai pas eu le temps d'assister à toute la journée de formation, mais je suis certain qu'elle était très intéressante. Donc, le premier problème en propriété intellectuelle, en tout cas un des problèmes qu'on peut identifier, c'est aussi bien en amont dans toutes les données d'entrée, donc l'input et l'output. Alors, au niveau d'entrée, qu'est-ce qu'on constate? Et c'est principalement pour le moment le cas aux États-Unis, en tout cas au niveau du questionnement, c'est que ces modèles sont créés, comme vous le savez, à partir d'une immense quantité de données. Ça a été rappelé ce matin par Martin sur le fait que ChatGPT, à l'époque, si je me souviens bien, c'est 10 exposés en 18 qu'il a mentionné. Donc, c'est vraiment des milliards de données, avec évidemment le risque, et c'est là que les procès sont pendants aux États-Unis, que ces données aient été entraînées sur, par exemple, des œuvres protégées par le droit d'auteur. On en sera un peu plus dans les mois à venir, je l'espère, mais en tout cas, des décisions sont pendantes à ce niveau-là. Au niveau de l'output, et c'est là peut-être le plus intéressant, les problèmes qu'on peut identifier, c'est évidemment toute la question de savoir, par exemple, qui peut être l'auteur, en fait. Est-ce que l'outil d'intelligence artificielle peut être considéré comme l'auteur d'une œuvre, à supposer qu'on puisse se qualifier d'œuvre sur le concept de droit d'auteur, ou est-ce qu'on considère au contraire que ce n'est pas possible? À cet égard, vous êtes peut-être au courant, l'année passée, au mois d'octobre, le tribunal de Prague a rendu, à ma connaissance, la première décision européenne en la matière et a qualifié le fait d'une œuvre qui était créée par un outil d'intelligence artificielle, en l'occurrence DALL-E, comme n'étant pas protégeable par le droit d'auteur. Alors, je vais vous lire le prompt parce que ça c'est intéressant. Donc, j'imagine que vous êtes tous familiers avec DALL-E. Donc, vraiment, cet outil qui crée des images. Et je vais vous lire le prompt parce que la décision est assez intéressante aussi par rapport au prompt qui a été mis en avant par le demandeur pour vous donner un peu de contexte. Alors, le prompt, il disait en synthèse, créer une représentation visuelle de deux parties signant un contrat commercial dans un cadre formel, par exemple dans une salle commerciale ou dans le bureau d'un cabinet d'avocats à Prague, ne montrer que les mains. Fin de citation du prompt. De prime abord, on peut dire que ce prompt n'a vraiment rien d'original. On peut être d'accord, c'est un prompt relativement standard, difficile d'y voir quelconque créativité. Bref, sur base de ça, DALL-E a sorti une image de, effectivement, un zoom sur deux mains et un contrat qui signe un contrat sur une table. La question donc, auquel le juge a été confronté, c'est que le demandeur, ici en l'occurrence celui qui avait pu obtenir cette image, a considéré qu'il avait la paternité sur cette image. Il l'a retrouvée sur Internet et donc c'est pour cette raison pour laquelle il était devant le tribunal. Il a attaqué donc le défendeur. Le juge a mis en évidence plusieurs éléments. Tout d'abord, le premier, le fait qu'un outil d'intelligence artificielle ne peut pas être considéré comme une personne physique et par conséquent, en matière de droit d'auteur, ne peut pas faire l'objet d'une protection. C'est uniquement à l'égard d'une personne physique. Il est aussi considéré que, et ça c'est pour ça que je dis que c'est important par rapport au prompt, que le prompt n'avait absolument rien de créatif. C'était quelque chose de relativement standard bateau, c'était une idée qui avait été mise en avant et comme vous le savez, une idée en matière de droit d'auteur, ça ne se protège pas. Et donc, vient effectivement à ce moment-là la question de se dire, est-ce que la porte est complètement fermée à la possibilité d'avoir une œuvre issue par exemple de DALL-E qui fait l'objet d'une protection par droit d'auteur? Eh bien non, parce que le juge a laissé sous-entendre qu'en fait, à partir du moment où, ici le demandeur, donc la personne qui rédige le prompt peut montrer un degré suffisant de créativité et justement de dialogue et autres pour montrer, pour avoir un prompt un peu plus sophistiqué que simplement crée-moi une représentation visuelle, il y aurait à ce moment-là une possibilité de faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur. On verra s'il y a d'autres décisions. Si vous en connaissez, je suis tout à fait preneur de les recevoir. Mais donc, à ma connaissance, c'est la première décision en Europe sur le sujet. L'autre point important en matière évidemment de problèmes qu'il y a entre l'intelligence artificielle et la propriété intellectuelle, c'est toute la question de la confidentialité de l'information. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi chez nos clients? C'est qu'il y a une réelle volonté de vouloir protéger évidemment les données confidentielles. Vous pensez par exemple aux entreprises pharmaceutiques.
Si vous avez les salariés ou les employés qui commencent à partager les derniers développements en matière d'un prochain médicament qui va sortir sur le marché et qui compte être breveté, ça peut coûter cher, voire très cher. Et donc ici, toute l'importance, et j'y reviendrai, et ça a déjà été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, sur l'éducation, la formation, la sensibilisation des salariés et des employés en interne sur les risques liés à l'utilisation de ces outils, mais surtout sur les risques liés, ici, dans le cas de la propriété intellectuelle, à potentiellement une perte de brevet ou une divulgation de données hautement confidentielles à des concurrents si ceux-ci désirent, d'une manière ou d'une autre, accéder à ces données, ou si des personnes malveillantes, des tiers, décideraient d'essayer d'obtenir ces données par des subterfuges. Autre point important qui est souvent négligé par les clients chez nous, et donc que vous pouvez rapporter à vos clients, c'est toutes les clauses en matière de propriété intellectuelle qui sont dans les conditions d'utilisation, évidemment, de ces outils intelligence artificielle, de ces outils, oui. Donc, c'est pour ça que je dis ici qu'il faut vérifier ces clauses. Peut-être que vous ne serez pas l'auteur, vous ne pourrez pas faire une utilisation commerciale de l'output issu de l'outil. Il faut vérifier ces clauses. Peut-être que vous recevez une licence, peut-être pas. Je ne connais pas toutes les clauses par cœur, loin de là. Mais donc voilà, c'est important et je le rementionnerai dans le volet contractuel. Et c'était mentionné ce matin par Hélène, la vérification des conditions d'utilisation est vraiment une étape fondamentale à sensibiliser auprès de vos clients pour s'assurer qu'ils vérifient qui a la propriété intellectuelle sur le contenu qui est généré par l'outil. Voilà, ça c'est quelques points en matière de propriété intellectuelle. Et si vous voulez lire un peu plus à ce niveau-là, comme je disais, l'article de mon confrère Tom Hermans, qui est également dans le groupe AI, a rédigé un petit article sur la relation entre la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle. La protection des données. Alors la protection des données, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, notamment dans les dernières présentations. Peut-être le plus simple pour pas être trop, pour venir quelque chose de plus concret, prenons un exemple. Un exemple qui est issu, par exemple, qui est issu évidemment du règlement. On en a un peu parlé ce matin. Ce sont les exemples, un exemple à haut risque, c'est un peu plus drôle. Prenons l'exemple, par exemple, dans le domaine du recrutement des candidats. Vous avez un client qui vous appelle. Voilà, demain, je lance un nouveau système qui permet de scanner les CV, de les trier, de faire une sélection des candidats et en même temps, je lance un chatbot qui va pouvoir faire l'interview des candidats et répondre aux questions, éventuellement enregistrer les réponses des candidats et on l'a vu juste avant, peut-être même analyser leur visage et autres pour trouver des éléments qui pourraient éventuellement pencher vers le recrutement au nom de ce candidat. Ce genre d'outil, bon, il peut être effectivement très utile, pose énormément de questions en matière de protection des données, vous en doutez. Ici, j'ai mentionné quelques problèmes qui peuvent être rencontrés, mais qui doivent absolument être taclés par vos clients. C'est évidemment une question, tout d'abord, la base légale. On ne va pas rentrer dans tout le GDPR ici, mais donc votre client doit tout d'abord définir une base légale avant de pouvoir collecter ce genre de données. Il doit également informer les personnes qui font l'objet ici, en l'occurrence, d'un recrutement par un outil AI. Ils doivent s'assurer de collecter uniquement les données nécessaires. On l'a mentionné juste avant, la catégorie des données dites interdites sur le GDPR, les catégories des données sensibles ne doivent pas être récoltées dans ce genre de mise en place d'outils. Il doit s'assurer évidemment du respect du droit des personnes. Si aujourd'hui une personne fait l'objet d'interview mais désire demain rectifier les données, évidemment son outil, peut-être via une interface en ligne, doit pouvoir répondre à cette modification potentielle. Il doit évidemment rédiger une analyse d'impact en matière de protection des données, mais comme on l'a vu juste avant, c'est un système à haut risque, donc il devra également rédiger une analyse d'impact par rapport aux droits fondamentaux. Analyse d'impact des droits fondamentaux qui vient en fait compléter l'analyse d'impact en matière de protection des données sous l'article 35 du GDPR. Donc l'idée, c'est vraiment de venir avec, il y a certains éléments qui disons qu'il n'y a pas d'overlap entre les deux. Dans ce cas-là, il faut effectivement faire l'analyse des droits fondamentaux également. Alors, ce que je recommande, et qui n'est pas nécessairement sous le GDPR, mais qui peut être une bonne pratique également, c'est peut-être de mettre en place, à l'instar d'un registre des activités de traitement, eh bien, un registre des systèmes d'AI. Donc, c'est une recommandation que vous pouvez faire à vos clients qui permettra également, à ce moment-là, de documenter
on l'a vu, et peut-être que je le répéterai un petit peu, que la documentation est importante en matière de système à haut risque. Ici, pour un système de recrutement, la mise en place d'un registre de tous les systèmes AI de votre client pourrait être une bonne pratique qui permet justement de s'assurer que évidemment, la documentation est en place et que vous avez bien taclé tous les problèmes liés à la protection des données. Alors, si vous voulez un peu de littérature, j'ai également joint et ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autorités qui l'ont fait. J'ai joint une petite littérature de l'autorité irlandaise de protection des données de l'été, qui met en évidence les risques liés à la protection des données, et également le DPS, donc autorité au niveau des institutions européennes, mais qui a rédigé un petit leaflet assez intéressant sur l'interaction entre le GDPR et les problèmes de AI, avec toutes des pratiques qui, quand bien même sont targetées pour les institutions européennes, peuvent être tout à fait dupliquées auprès de vos clients, le cas échéant. Mais je sais très bien que la CNIL a également développé de nombreux outils à ce niveau-là. Et par exemple, l'autorité de protection des données belge, la semaine passée, a publié également une brochure assez intéressante, si vous le voulez. Alors, en matière de contrat, donc ici, c'est vraiment une catégorie un peu plus fourre-tout de mon côté. Donc, comme je l'ai rappelé, donc il y a évidemment le premier point, c'est faire attention aux clauses de confidentialité. Alors, on peut penser aux clauses de confidentialité qui, évidemment, des conditions d'utilisation de l'outil. Par exemple, si vous prenez un outil gratuit, pas certain que toutes vos données que vous allez insérer dans l'outil vont être considérées comme ne vont pas être disposés, vont pas alimenter l'outil AI par la suite. Et donc, il est évidemment utile de les vérifier, mais également peut-être des clauses de confidentialité que que vos clients ont avec leurs propres clients. J'ai de plus en plus des clients qui me demandent d'ajouter dans leurs conditions générales des clauses qui interdisent l'utilisation des outils d'AI pour éviter justement que leur savoir-faire, potentiellement leur propriété intellectuelle, mais tous des aspects stratégiques se retrouvent dans des outils d'AI. Donc, ils veulent éviter que leurs propres données, les données des clients qui peuvent être très confidentielles, alimentent les outils d'AI, ce qui peut être tout à fait compréhensible, par exemple, dans le cas d'une entreprise pharmaceutique. Un autre point important en matière de contrat, ça c'est plutôt, encore une fois, sur l'éducation, la formation des employés, et c'était mentionné plusieurs fois aujourd'hui, c'est évidemment les hallucinations. Point important, les salariés, peut-être à défaut d'obtenir une bonne, on y reviendra, stratégie en matière d'AI, peuvent utiliser ChatGPT, Gemini ou autres on va dire pour argent comptant, et donc simplement copier-coller des clauses qu'ils auraient demandées à l'outil sans vraiment les vérifier. Évidemment, ça aura une importance considérable pour votre client. Si il utilise ce genre de contrat, le client peut être ignorant que son employé ait utilisé ça et ne se rend pas compte, et peut évidemment engager sa responsabilité en cas de problème par la suite. Donc, c'est vraiment important de sensibiliser, et j'ai encore martelé là-dessus, les clients à eux-mêmes sensibiliser leurs propres employés, salariés sur cette utilisation des outils qui peut parfois halluciner, enfin, parfois souvent. Si vous me permettez l'expression. Dernier point, le bureau AI Office, on l'a mentionné aujourd'hui, publiera également, c'est prévu l'article 25, dans un futur, on l'espère proche, des modèles pour justement encadrer ces relations, un peu comme ça avait été le cas avec les clauses contractuelles type en matière de protection des données. En tout cas, c'est prévu par le règlement de publier justement des modèles de contrats pour justement encadrer et, je veux dire, faciliter la vie des développeurs dans le cadre de négociations contractuelles. Alors, le dernier point, le dernier risque, et je regarde juste au niveau du temps, c'est l'implémentation de la stratégie. Alors pour moi, c'est peut-être le point le plus important. Pourquoi? Parce qu'on constate que les entreprises, elles veulent effectivement toutes faire de l'AI, c'est un peu tendance, mais j'ai envie de dire pour vraiment exploiter tout le potentiel de l'AI, mais il ne suffit pas simplement d'investir dans la technologie. Il faut également faire en sorte que l'entreprise aligne ses objectifs fondamentaux avec les cas potentiels d'utilisation. En d'autres termes, ça revient à demander à votre client dans quelle mesure avez-vous une idée claire de ce que vous essayez d'accomplir et surtout pourquoi? Quelle est vraiment votre stratégie que vous avez derrière?
Et pour développer cette stratégie, il y a plusieurs outils. Je vous en donne quelques-uns. Je ne prétends pas que ce soit exhaustif. Ça peut certainement faire l'objet d'une journée complète de réflexion. Mais nous avons là le premier exemple qui est la mise en place d'une AI policy, donc d'une politique en matière d'intelligence artificielle, une charte d'intelligence artificielle. Le nom n'a pas trop d'importance. Je suis sûr que vous allez trouver le nom qui vous convient. Alors, pourquoi mettre l'accent sur cette charte? D'une part, avant de mettre l'accent là-dessus, vous pouvez soit décider d'en faire un document auprès de vos clients, de dire voilà, soit vous en faites un document tout à fait indépendant, soit vous le rattachez tout simplement à la charte informatique que normalement toute entreprise est censée déjà avoir mise en place, puisque cette charte explique comment on peut utiliser les ressources d'entreprise, quelles sont les obligations des salariés et surtout les risques qui y sont associés. Ici, c'est pareil. Avec la mise en place d'une telle politique, d'une telle charte, l'entreprise, votre client, va pouvoir justement déterminer d'une part, et ça revient à l'importance de départ, du cas concret, du cas d'usage qu'ils veulent mettre en place, quels sont les outils qu'ils vont utiliser, et d'autre part, quelles sont potentiellement les limitations, les risques, mais également les bonnes pratiques en la matière. Alors, que contient une politique? Là, je peux vous renvoyer à l'article que j'ai rédigé avec différents collègues sur ce sujet, mais globalement, ça commence tout simplement par définir les cas concrets que votre client envisage de faire avec des outils d'intelligence artificielle. Et on commence évidemment toujours avec des définitions. Les définitions pour pouvoir effectivement savoir de quoi on parle. Ça paraît simple et ça paraît un peu anodin, mais c'est important. Il y a certaines définitions qu'on retrouvera dans le règlement AI et d'autres définitions, et j'y reviendrai dans 2 secondes, qu'on peut retrouver par exemple dans des outils qui sont à votre disposition, tels qu'un ISO, une norme ISO. Par exemple, c'est la norme, je ne la connais pas par cœur, la 989, mais on y reviendra. C'est une norme qui date de 2022, c'est une norme qui est gratuite, elle est disponible à l'heure actuelle sur Internet, et c'est une norme qui justement définit tous les termes en matière d'intelligence artificielle. C'est vraiment pour l'avocat, c'est un petit cadeau puisque maintenant elle est disponible gratuitement. Et donc, pour votre client, pour revenir à ça, ça va vous permettre d'identifier l'utilisation de termes convenables dans une politique, de dire, voilà, si on parle de machine learning, qu'est-ce que c'est, d'apprentissage automatique, renforcé ou pas, bref, tous des termes qui peuvent qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le règlement, ou par exemple, comment bien décrire un cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle. Mais tout ça se retrouve gratuitement dans cet ISO qui est mis à votre disposition, et j'y reviendrai dans quelques secondes là-dessus. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour définir les termes importants dans la politique. Qu'est-ce qu'on aura d'autre dans la politique? Donc, effectivement, le champ d'application, ça paraît normal, qui est visé par la politique d'intelligence artificielle, les normes éthiques, bien sûr, les éventuelles utilisations interdites, autorisé. Donc, bref, c'est vraiment ce document que votre entreprise doit mettre en place afin de guider aussi bien elle-même, et votre client en l'occurrence, de les guider eux-mêmes vers où on veut aller, vers quelle stratégie on veut aller, que de guider ses propres salariés vers l'utilisation responsable de ces outils, tout en préservant les risques, comme par exemple les risques en matière de propriété intellectuelle, de confidentialité et autres, pour vraiment leur expliquer, par exemple, ne mettez pas de la propriété intellectuelle dans des outils tels que ChatGPT et autres, surtout si vous utilisez des outils gratuits. Il faut savoir que c'est souvent le Far West chez les clients. Ils ne savent même pas ce que font leurs propres salariés. Donc, ça vaut la peine d'interroger vos clients pour dire, tiens, qu'est-ce qui est en place? Et surtout, au département sécurité, de lui-même vérifier ce qui se passe dans son entreprise, parce que souvent on arrive en bout de course, c'est trop tard, le mal a été fait. Donc j'insiste vraiment sur ce point-là, de dire cette politique, c'est plus qu'un simple document vite fait, comme on va dire une petite politique classique à faire dans une entreprise pour une utilisation d'outils ou autres. Ici, c'est vraiment, il y a tout un volet stratégie de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec de l'AI. On ne fait pas de l'AI pour faire de l'AI. Pourquoi je mentionne aussi cette politique? Parce que, et ça va faire la liaison avec mon deuxième point, une deuxième façon justement de responsabilité de mettre une stratégie en place, c'est de se conformer à une norme internationale dont l'ISO 42001, qui est la dernière norme qui a été publiée décembre 2023
Et vous voyez, un des premiers contrôles de la norme, c'est la mise en place justement d'une politique AI. Donc, la boucle est bouclée. Je parlais donc justement de normes. Donc, les normes, il y a plusieurs normes en matière, c'est ça aussi la difficulté, d'intelligence artificielle. La dernière en date la plus connue, c'est la 42001. À quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert concrètement à vous assurer que vos systèmes soient sécurisés, soient robustes et disposent justement de politiques et de gouvernance en place qui sont de bonnes pratiques. Pourquoi c'est important d'encourager vos clients à se mettre en conformité à ce genre de normes? C'est que ça évite le Far West, tout simplement. Il y a des contrôles, il y a des explications sur les mesures d'implémentation à mettre en place. Si je reprends juste l'exemple de la politique d'AI, elle explique clairement ce qu'il faut dans cette politique. Donc, c'est relativement facile pour un client, pour un projet, de suivre ce genre de normes. Alors, ce genre de normes, une fois qu'on s'y conforme, on peut après faire appel à un tiers accréditateur pour justement venir vérifier que vous avez bien mis en place toutes les mesures nécessaires pour encadrer l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Et puis, une fois que le tiers est venu, une interview se passe et vous recevez le Saint Graal, à savoir la conformité, et vous pouvez après l'utiliser, enfin, vos clients peuvent après l'utiliser vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de leurs investisseurs. C'est vraiment un gage de qualité. Alors, les deux autres normes qui sont mentionnées, donc la deuxième, c'est une autre norme qui peut se combiner à la première. C'est vraiment encore une norme qui vient, elle, lister les bonnes pratiques en matière de gestion des risques liés à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Mais il y a également d'autres normes sur, par exemple, et je l'ai ici, si vous voulez vous la noter, c'est l'ISO 24368. Elle fournit un aperçu sur les préoccupations sociétales et éthiques qu'on peut trouver dans des systèmes d'intelligence artificielle. Et finalement, la dernière, tout à fait sur la droite, c'est la norme dont je venais de vous parler. C'est cette norme qui définit tous les termes en matière d'intelligence artificielle au sens très large. C'est vraiment de là qu'a puisé, à mon estime, où le règlement a pu puiser pas mal d'informations à ce niveau-là, et qui va également vous aider dans le cadre de la gouvernance de l'IA pour aiguiller vos clients. Pardon. Alors, pour faire une petite synthèse, que je vois qu'il reste 8 minutes, pour faire une petite synthèse sur comment déployer et les points importants. Hop. Mais donc, je l'ai répété à plusieurs reprises, je crois que le premier point important, c'est partir d'un cas concret. Donc vraiment ici, identifier, enfin vous, je parle de vos clients, identifier vraiment quelle est la raison pour laquelle ils veulent utiliser, ils veulent déployer un outil d'intelligence artificielle ou même le créer en interne et s'assurer qu'ils ne font pas juste de l'AI pour faire de l'AI. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Et après, à partir de là, définir quel rôle ils ont sous le règlement. On en a déjà mentionné plusieurs fois les différents rôles. Ensuite, c'est de pouvoir mettre en place je regarde juste la traduction, je ne sais plus comment, en français pour éviter de faire trop d'anglicisme. Ouais, encadrer les usages. Donc là, c'est vraiment s'assurer que les utilisations qui soient faites de l'outil soient bien définies, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui n'est pas autorisé par rapport à l'utilisation de ces outils. C'est évidemment très important. Je l'ai mentionné aujourd'hui, que ce soit dans votre politique d'intelligence artificielle ou autre, c'est vraiment important d'encadrer évidemment les usages qui sont faits de ces outils. Ensuite, c'est reconnaître les limitations de ces outils. Évidemment, tous ces outils, j'ai parlé des hallucinations, on en a parlé également aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'ils peuvent avoir des erreurs. Ils ont une logique probabiliste. Les outils d'AI générative, évidemment, ne donnent pas une réponse véritable. Il ne faut pas oublier que c'est que du plausible. Donc, ce n'est pas la réponse. Souvent, les clients disent, ou en tout cas ont l'impression que l'outil va donner une bonne réponse. Non, c'est une logique probabiliste, c'est ce qui se rapproche le plus, c'est purement mathématique, c'est vraiment sur base de l'étude des données qui vont vous donner une réponse. Ensuite, c'est mentionné juste avant aussi, choisir un modèle robuste. C'est évidemment un modèle qui puisse répondre à vos besoins. Si vous avez vous mettez en place un système qui ne répond pas à vos besoins concrets, il ne sera pas robuste et il ne sera pas sécurisé également, ce qui peut, comme ça a été mentionné, par exemple, faire l'objet de cyberattaques, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Et donc, on peut par exemple déformer votre modèle.
Je le mentionne encore une dernière fois, le training awareness, donc vraiment sensibiliser les employés, sensibiliser vos clients. J'insiste, et c'est aussi d'ailleurs présent l'article 4 du règlement, la maîtrise de l'AI. À partir de février 2025, toute entreprise qui utilise des outils d'AI devra, obligation légale, article 4, former ses employés. Donc, il est pas trop tard de commencer, mais donc c'est souvent sous-estimé et mal connu des clients. Ils auront cette obligation qui est prévue à l'article 4 et devront vraiment s'assurer que si les utilisateurs, donc leurs propres salariés, utilisent ces outils, ils doivent en connaître les risques, ils doivent en connaître les limites et doivent surtout savoir comment les utiliser pour, par exemple, ne pas fuiter des données confidentielles ou justement ne pas fuiter des données commerciales ou autres dans ces outils. Donc, ce n'est pas juste parce que c'est joli de former les employés. Non, il faut vraiment, ça va devenir une obligation légale en février 2025. Donc, il est pas trop tard de commencer cette formation. Et finalement, la bonne gouvernance. Évidemment, il faut s'assurer que vous soyez compliant également avec d'autres règlements comme le RGPD. On l'a mentionné aujourd'hui. Si vous lancez un outil AI, il faut se conformer à ce règlement. Encore une fois, une gouvernance, c'est pas uniquement, et je répète, c'est pas uniquement le département juridique, c'est le département IT, c'est le DPO. Bref, il y a énormément de parties prenantes. Si votre client lance un système ou utilise un système, il faut vraiment mettre plusieurs personnes autour de la table et pas uniquement le DPO. J'en terminerai avec un tout petit cas pratique, mais qui a été mentionné à de nombreuses reprises aujourd'hui au niveau des obligations, donc je ne vais pas rentrer dedans, mais je vous ai mis, pas de façon exhaustive, mais en tout cas la majorité des articles, parce que je sais que les avocats aiment bien les articles, pour retrouver les obligations. Ici, en l'occurrence, c'était quoi? C'était un cas pratique qu'on a eu dans le secteur des soins de santé. Et vous savez que le secteur des soins de santé, c'est un secteur qui évolue énormément en matière d'intelligence artificielle. Et ici, c'est vraiment c'était le cas pratique. Ici, c'était l'intégration d'un software d'intelligence artificielle dans un dispositif médical. En l'occurrence, ici, c'était un scanner. Alors, que faisait le scanner? Il avait pour fonction d'analyser des images, qui sont données d'une part par les médecins, mais sur lesquels il était également entraîné, d'analyser les images et de vérifier si oui ou non il y avait des tumeurs présentes malheureusement dans l'imagerie, dans la radio qui lui était donnée. Alors, l'outil ici, évidemment, lorsqu'on lance un tel outil, donc ici dans le cas présent, c'est un outil qui était lancé sur le marché européen. Il y a toute une série, et c'était majoritairement mentionné aujourd'hui, d'obligations sur lesquelles il faut se conformer. Peut-être simplement deux, parce que la phase de déploiement a été largement développée aujourd'hui, mais la première phase est importante. C'est la phase de pré-développement, donc vraiment d'initialisation. Pourquoi j'insiste dessus? Ça rejoint toujours mon point, cas concret. Il faut concrètement savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec l'outil. Si vous lancez un tel outil, quels sont les objectifs, quelles sont les limites et quelle est la composante AI, qu'est-ce que fait réellement l'AI là-dedans. Identifier les risques dès le début, c'est important pour vous assurer que, par exemple, il n'y ait pas une modification, je pense aux risques de cybersécurité principalement, une modification de l'outil ou potentiellement le résultat qui sera donné par justement j'ai retrouvé mon nom, le dispositif médical, pardon, peut vous donner un résultat incorrect. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel c'est important de directement identifier dans quelle catégorie vous trouvez. Ici, en l'occurrence, on est dans du risque élevé et d'identifier les différents risques qu'ils peuvent avoir par rapport à cette utilisation du dispositif médical. J'en terminerai juste par un petit point. Voilà, ça c'était aussi d'autres, mais on les a mentionnés aujourd'hui, donc tous les différentes obligations que vous avez dans le cadre des différentes phases de l'outil, donc le CE marking et compagnie, l'analyse d'impact, etc. Tout ça a été mentionné. Juste l'analyse post-market est très importante aussi, il a été mentionné juste avant aussi. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que l'outil est développé et qu'il arrive dans un hôpital que votre rôle est terminé. Non. C'est en fait là qui commence peut-être le plus, c'est qu'il va y avoir toute une analyse post-market qui est très importante. Dans le cadre de mon dispositif médical, il va être nourri de nouvelles images, il va étudier des nouvelles tumeurs, etc. Il y aura peut-être des incidents qui vont être remontés.
une mauvaise identification d'une tumeur ou un surdiagnostic ou autre. Bref, cette partie post-market est vraiment très importante et elle est, je trouve aussi, sous-analysée, sous-estimée dans la majorité des cas que je vois chez les clients. Juste, alors pour conclure sur ce point, donc et en fait sur la présentation, si je peux dire 2 points. Oui, deux points. Allez, oui, 2 points. Oui. Donc, cet exercice de conformité, ce n'est pas simplement une checklist. Je crois que c'est important. Certes, il y a beaucoup d'obligations, et ça dépend évidemment dans quelle phase vous trouvez du cycle d'implémentation du système, mais il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment qu'il y ait un processus qui se fasse avec plusieurs parties, qui soit aussi dynamique et itératif, dans le sens où ce n'est pas parce que vous faites un système et vous évaluez quelques risques qu'il faut s'arrêter là. Non, ça va être vraiment un système qui va demander de façon continue une analyse, évaluer les risques, évaluer dans ce cas-ci les nouvelles images que vous recevez et qui vont pouvoir justement donner au système encore plus de puissance. Peut-être qu'il va arriver encore des résultats encore plus précis. Donc ça, c'est vraiment important. Et le deuxième point important, sur lequel j'ai déjà insisté, c'est le travail d'équipe avec votre client. Votre client doit vraiment travailler avec toutes les équipes en interne, que ce soit l'équipe IT, le DPO, l'équipe juridique. Bref, c'est vraiment quand vous créez ce genre de système, ça demande une très grande collaboration. Donc ça, c'est vraiment 2 messages que je souhaitais faire passer. Et puis, pour votre culture, ou ce week-end, à supposer que vous n'avez pas encore lu tout ça, je vous ai mis quelques ressources à votre disposition. Donc évidemment, le règlement, les principes de l'OCDE, c'est tout à fait connu. Et après, d'autres autorités qui ont également fait des rapports sur tous les risques liés à l'intelligence artificielle, que ici ce soit l'autorité néerlandaise par exemple, l'autorité, la CNIL, l'autorité irlandaise et autres. Bref, tout s'y trouve. Et également la publication de l'OMPI, du WIPO, sur les risques liés ou comment naviguer plutôt les risques liés à la propriété intellectuelle avec les AI, avec les outils d'AI générative. Article très bien fait au passage et relativement récent, comme vous pouvez le voir. Et puis un peu de promotion pour CMS au passage, quelques articles écrits par mes collègues sur le sujet, notamment sur l'article 4 que je mentionnais, la formation des employés. Vous trouverez 2 articles très utiles à ce sujet qui expliquent vraiment toute l'importance de cet article 4 et du futur et de la future formation, éducation qu'on va tous devoir faire avec nos clients. Voilà, j'ai dit et je vous remercie.